IDFM 98 de la bande et Bonne FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pascal Lafargue, sur les pas de Mathilde de Toscane, une parapsychologue à la découverte d'une de ses vies antérieures aux éditions First Édition. Pascal Lafargue, parallèlement à un métier d'agent d'escale qu'elle a exercé dans une grande compagnie aérienne, se consacre depuis 30 ans à l'étude de la parapsychologie et des phénomènes inexpliqués. Mais voilà qu'un jour, alors qu'elle accompagne une de ses élèves dans la lecture de son passé, elle se retrouve face à l'une de ses propres vies antérieures, et pas n'importe laquelle, celle de Mathilde de Toscane, une chevalière italienne du Moyen-Âge, restée célèbre pour son rôle dans la querelle des investitures qui opposa au XIe siècle la papauté et le Saint-Empire romain germanique. Bonsoir Pascal Lafargue. Bonsoir Joël. Quand vous étiez hôtesse, vous avez serré la main de Chirac. Oui, oui, ça m'est arrivé dans le cadre de mon métier. J'ai serré la main de beaucoup de personnes, et entre autres celle de Jacques Chirac. Et j'ai ce souvenir, lorsque je vais lui serrer la main, il va bien me regarder droit dans les yeux, et j'entends à ce moment-là, il sera président. C'est environ 6 mois avant les élections, il est au plus bas dans les sondages, et je me pose juste la question, qu'est-ce que je fais? Je lui dis pas. La pudeur fait que je lui dis pas. Et par contre, j'en parle autour de moi, qui veut bien l'entendre. Et l'histoire, on la connaît, il a été élu président 6 mois après. Voilà. Donc ça m'est arrivé évidemment de serrer des mains et de croiser des gens importants, on va dire. Voilà, mais ça c'est mon métier qui veut ça. J'avais fait une émission il y a vraiment très longtemps sur le, je sais plus, c'était du karmique aussi, et Chirac aurait été un mousquetaire avant, et c'est pour ça que les Parisiens l'aimaient bien. Quelque part, il aurait été mousquetaire, ça vous dit quelque chose? Moi, je le vois bien en mousquetaire. Alors écoutez, très honnêtement, je n'ai jamais exploré les incarnations précédentes de Jacques Chirac. Je l'ai jamais fait, donc je n'ai pas à me prononcer sur le sujet. Mais moi, je trouvais que ça lui allait bien. Voilà. À l'époque, j'étais parisienne, c'est vrai que je le croisais parce qu'il venait souvent juste à côté où j'habitais. Et c'est vrai qu'il est grand comme ça, quelque part. J'avais trouvé ça assez vrai. Je ne sais plus si on trouvait ça en astrologie. Je sais pas, je peux pas vous dire. Et je trouvais ça amusant. Ouais, Qu'il aurait été un ancien mousquetaire à Paris, c'est-à-dire, c'est pour ça que les Parisiens l'aimaient bien. Bon, écoutez, drôle. Voilà. Amusant. Et à son âme. Oui. On avait fait une émission en 2019 où vous étiez déplacé à la radio sur l'entrevie. Je conseille aux auditeurs, aux auditrices de réécouter cette émission sur ma chaîne YouTube. Elle est assez fantastique, cette émission, où on parlait beaucoup de ce qui se passe entre les deux vies. Vous parliez de Mamina, votre maman. C'est ça, entre autres. En fait, ce livre traitait de l'itinéraire de l'âme, traite de l'itinéraire de l'âme, c'est-à-dire au moment de la mort physique et jusqu'à les différentes étapes, toute son évolution dans l'entre-deux-vie et au moment où l'âme s'incarne. Et donc tout ça constitue plusieurs étapes, et c'est de toutes ces étapes-là que je vais expérimenter pendant des années, qui vont me permettre de dégager une théorie et, in fine, d'écrire un livre. Donc ce livre, je sais qu'il a rencontré beaucoup de succès, puisque je vois même en conférence où j'étais samedi en Bretagne et il y a encore 2 semaines du côté de Cachan, ce livre est toujours très demandé, il part toujours beaucoup. Donc c'est vraiment un livre très pédagogique, très structuré sur la notion de l'évolution de l'âme, et surtout, ça peut répondre aussi à beaucoup de questions qu'on se pose. Voilà. Bon, dans celui-ci, sur les pas de Mathilde de Toscane, il y a 2 préfaces, une de Didier Van Covaler et une autre de Dominique Lormier. C'est bien d'avoir 2 préfaciers. Hein. Alors, vous êtes médium parapsychologue, vous avez étudié 9 ans avec Raymond Réan. C'était qui Raymond Réan? Racontez-nous un peu qui était cet homme. Alors, Raymond Réan était parapsychologue, parce qu'il nous a quittés il y a quelques années. Il était de formation ingénieur, scientifique, chimiste, donc quelqu'un de rationnel à la base, surtout de scientifique, et ça c'est important de le dire. Et il le raconte d'ailleurs dans ses livres, et c'est comme ça que moi je l'ai connu il y a plus de 30 ans maintenant, où il parlait de ses cours, des cours qu'il donnait, des expériences qu'il conduisait avec ses élèves. Et j'étais très jeune à cette époque, et je me suis dit, j'aime beaucoup cette structure, ce côté carré, structuré, pas de place à la fabulation. Il mène des expériences
vous avez la réponse après, et ça me convenait. Moi, personnellement, en termes de structure, ça me convenait. Et donc, je lui ai écrit, je me suis inscrite à ses cours, et très vite, je me suis découverte, en fait, notamment à travers la psychométrie, puisqu'en parapsychologie, la technique de base, c'est la psychométrie. C'est le fait de tenir un objet entre ses mains et par son contact et son toucher, pouvoir en raconter son histoire, mais également l'histoire de tout ce qui a été en contact avec cet objet. Et là, j'ai psychométré dans les cours, et je me suis rendu compte de mes capacités. Et c'est vrai que pour le coup, Raymond a été le révélateur. Et en fait, Raymond a posé très vite un peu le regard sur moi. J'ai senti sa bienveillance, son accompagnement, la façon dont il aussi m'accompagnait, mais il y avait presque un côté protecteur un petit peu chez Raymond. Et en fait, on est, au fur et à mesure des cours, on est devenus des amis en fait. J'ai même participé à l'association des anciens élèves de Raymond Réan, où lui était bien sûr président d'honneur. J'ai même aussi avec lui participé à des enquêtes de terrain où il m'a emmené. Donc en fait, il y avait vraiment un lien avec Raymond que je respecterai éternellement, vraiment de bienveillance. Voilà. Donc c'était un homme bon, un homme bien, un homme qui avait des valeurs, et voilà ce que je peux dire de Raymond Réan. Après, le reste de l'histoire nous appartient, mais c'est vrai que grâce à lui et la confiance qu'il m'a offert, et puis j'oublie pas une chose aussi, ça a été ma première conférence, c'était en 91, il va m'emmener à l'Institut océanographique où Cousteau faisait ses conférences. Et c'est pour la première fois de ma vie où je vais faire une conférence dans un amphithéâtre. Donc j'étais assis quasiment à la place où Cousteau s'installait pour donner ses conférences. Et Raymond c'est bien sûr pour lui que cette conférence est dédiée, mais il va m'inviter et me donner la parole puisque je vais présenter ma première enquête de vie antérieure que je vais mener à la suite d'un cours qui aura lieu avec Raymond, où je vais me concentrer sur une élève, et cette même élève, 15 jours plus tard, m'apportera la confirmation de tout ce que j'ai vu. Et à partir de là, je me suis dit, waouh, si ça marche, je vais faire la même chose à la maison, je vais réunir quelques collègues de travail, et cette première révélation de vie antérieure, en fait, va me dépasser parce que je vais aller enquêter sur le terrain, je vais mettre de toute façon mon protocole en route, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, et de là, Raymond va entendre cette enquête, il va en parler à TF1, donc il me fera venir en conférence d'abord avec lui. Là, le public est applaudissements, le public est sous le charme, et c'est lui qui parlera de moi à TF1. Et TF1 organisera un court-métrage. Donc un court-métrage va être réalisé de cette enquête, et ce court-métrage va obtenir un prix. Donc en fin de compte, Raymond, en grande bienveillance, va m'emmener sur ces terres, en fait, quelque part, et va me présenter, et va me dire, écoutez-la parce qu'elle a des choses à dire, et surtout elle est douée. En fait, c'est un petit peu ça l'histoire. Et la suite de l'histoire va faire que je vais, bien sûr, avec Raymond Réan, on va aller même sur des terrains, des lieux d'enquête. Et ce goût de l'enquête, je vais l'avoir très tôt. Je l'avais déjà en moi, je le portais de toute façon. Mais Raymond m'a beaucoup poussé, beaucoup soutenu. D'ailleurs, il me dira dans les derniers jours, il m'a dit, Pascal, tu es faite pour ça. Tu es faite pour ça. Et après, le reste, ce qu'il va me dire, voilà, c'est personnel, j'ai pas à le dire parce que... Il donnait ses cours où? Alors, il est donné à Villeparisis, en Seine-et-Marne, chez lui, dans sa maison, en fait. Il est donné chez lui, ses cours, voilà. Son institut était là. Il n'y a pas de remplaçant pour l'instant, il n'y a personne qui a pris la place, qui s'occuperait, à part vous peut-être, de donner des cours. Alors, moi j'estime que en fait, personne ne remplace personne parce que chacun est unique. Moi je pars de ce principe-là. Donc Raymond était unique. Ce que j'ai fait, j'ai continué à travailler sur ce thème qu'est la parapsychologie, en moi-même, en travaillant sur des aspects que j'ai fait évoluer aussi. Et c'est pour ça que Raymond m'avait dit, parce que je lui rendais compte aussi de mes travaux, de ce que je faisais. Et en fin de compte, voilà, chacun continue sa route, mais moi je pars du principe que personne ne remplace personne, chacun est unique dans son genre. Voilà. On va venir sur les pas de Mathilde de Toscane. En 2008, votre destin croise la route de Mathilde de Toscane. Ça se passe dans la basilique Saint-Pierre à Rome en 2008. Alors, oui, en 2008, effectivement. Ce qui est extrêmement troublant, c'est que je suis avec des amis. Pour la première fois, je me rends à Rome, à la basilique Saint-Pierre. Et nous allons entrer dans la basilique. Et en se dirigeant sur la droite, je vais tomber face à la superbe œuvre de Michel-Ange, la Pietà. Là, je vais tomber en admiration absolue. Je vais y rester un moment. Et puis, au bout d'un certain temps, donc je continue ma route tout droite. Enfin, je tourne à gauche. Et là, mes yeux se lèvent sur le buste d'une femme qui porte la tiare papale, les clés de Saint-Pierre,
Et là, intérieurement, je me dis, waouh, qui est cette femme? Qu'a-t-elle fait pour porter la tiare papale et avoir les clés de Saint-Pierre? Il faut que je m'y intéresse. Le voyage se termine, j'oublie, je ne m'y intéresse pas plus que ça, et j'oublie complètement. C'est beaucoup plus tard que je repenserai à ce voyage en 2008. Donc là, à ce moment-là, je ne sais pas que c'est Mathilde de Toscane. Je ne le sais pas encore. Non, c'est Florence, une de vos élèves, qui vous demande de retracer l'histoire de son âme. À elle, à Florence, en novembre 2009, elle vous demande de retracer l'histoire depuis 2000 ans de son âme. C'est difficile, donc, de retracer toutes ces incarnations. Alors, cette demande qui m'a été faite par Florence, effectivement, et c'est là où c'est très important, ça veut dire que ce que j'ai fait à ce jour, c'est unique, personne ne l'a fait. Je m'explique. Florence, il y a quelques années, me demande, Pascal, j'aimerais vous proposer un défi, que vous puissiez remonter l'itinéraire de mon âme, on partirait de l'époque du Christ jusqu'à maintenant. Moi, quand elle me demande ça, je lui dis, écoutez, vous avez conscience, suivant mon protocole, qu'on va s'en coller pour plusieurs années. 15 ans. Et exactement. Et elle me dit, Pascal, j'attendrai, je suis au courant, mais j'ai décidé de le faire. Effectivement, comme vous le dites, Joël, ce travail va me prendre 15 années de travail. J'ai fini il y a 2 ans, maintenant, un peu plus de 2 ans. Et là, d'ailleurs, ça fera l'objet d'une conférence, d'un livre. Alors là, en termes techniques sur l'itinéraire de l'âme, là, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est juste énorme, mais énorme, sur tout ce que je peux soulever depuis des années. Sauf que, lors de cet itinéraire-là, une concentration mène sur le fait d'une vie dans laquelle je vais me trouver propulsée. Cette vie est au XIe siècle. Et là, je me retrouve, donc je déroule, parce qu'il faut savoir que lorsque je suis concentrée, il ne faut pas qu'on me parle. On lance l'enregistrement et on ne me parle pas. Et c'est moi qui parle pendant des heures. Et là, à un moment donné, je suis dans une scène, puisque quand j'explore une vie antérieure, je suis dans l'époque, dans la vie antérieure. Et là, j'explore une scène. Et la scène donc je suis dans un temple, c'est à Jérusalem. Dans une crypte. Dans une crypte, absolument. Il y a une femme qui est de dos, que je ne vois pas, et une femme qui est de face. Celle qui est de face, c'est la réincarnation de mon élève, en fait. Et elle lui parle, elle lui demande asile, elle lui parle, etc. Puis au bout d'un moment, moi étant derrière, la femme que je vois de dos, je sens qu'il y a une énergie qui se dégage de cette femme, et je me dis, je vais en savoir un petit peu plus. Donc, j'interroge, je fais, mais qui est cette femme? Et là, je reçois énormément d'informations la concernant. Tellement intriguée, je me suis dit, waouh, ça me donne envie de la rencontrer, cette femme. Et donc, ce que je fais, en état de dédoublement dans l'époque, je décide de la contourner pour me mettre face à elle. Et là, quand je me retrouve face à elle, j'ai un choc tel que je me vois. Le choc est tel que mon double réincarne mon corps physique. Et là, je tombe en larmes. Florence, qui me très délicatement me prend la main et me dit, Pascal, il était temps que vous parliez de vous. Sauf que, une fois que je sors de cette séance de concentration, et que je réalise, que je réécoute ce que j'ai dit, à ce moment-là, je me dis, pour moi, c'est du trop lourd. J'ai pas les épaules, j'ai pas la force. C'est trop tôt, je peux pas. J'ai l'honnêteté de me dire, je peux pas m'attaquer à ça. Donc, j'oublie pendant 2 ans. Donc là, je ne sais toujours pas que c'est Mathilde de Toscane. Oui. Sauf que... C'était Sarah, hein, c'est ça. La femme s'appelait Sarah et vous voyez dans les yeux de Sarah. C'est ça. Donc 2 ans et demi plus tard, là, vous arrivez à Orval. Voilà. Là, 2 ans et demi plus tard, je suis d'abord en Belgique. Et je fais un voyage en Belgique avec des amis à Bruxelles. Et le soir, à l'hôtel de notre arrivée, tout le monde commande un apéritif. Et un ami qui est là demande au serveur, qu'est-ce que vous avez comme bière ce mois-ci? Et le serveur lui dit, voilà, je peux vous proposer, on a une très bonne bière, la bière du mois, c'est la bière d'Orval. Lui sourit, me regarde, commande la bière d'Orval, et il me dit, écoute Pascal, tout ça a été troublant parce que j'ai amené un livre, et j'aimerais vraiment que tu t'y intéresses parce que je pense que ça te concerne. Et il me dit, connais-tu l'abbaye d'Orval? Et moi je lui dis, non, pas du tout. Il me dit, bah, tu connais pas l'histoire de Mathilde? Je fais, non, pas du tout, c'est quoi? Mais j'y étais, mais en même temps j'étais intriguée. Et là, il me raconte l'histoire d'une femme qui a été à l'origine d'une partie de la construction de l'abbaye d'Orval, qui un jour, en se promenant avec ses gens dans cette vallée, perd son anneau nuptial. Là, selon la légende, on dit que l'anneau est tombé dans l'eau, dans la rivière, mais qu'une truite est arrivée,
qu'en fait, elle demandait à tout le monde de chercher cet anneau. Une truite a jailli de l'eau, et sur sa truffe, en fait, son museau, sa gueule, elle a restitué à Mathilde l'anneau. Et de là, Mathilde aurait dit que ce Val est d'or, et c'est devenu Orval. Donc, il me raconte la légende, je suis fascinée. Je dis, mais tu peux m'en dire plus sur cette femme? Et il commence à me parler. Son époque, ce qu'elle a fait, etc. Et d'un seul coup, plus il me parle de ça, plus je le relis. Donc, je commence à me ressouvenir plus de 2 ans plus tôt, ce que j'avais dit de cette femme. Et là, je commence à comprendre que tout colle et que tout correspond. Je suis extrêmement troublée. Et c'est à partir de là où 2 mois plus tard, 2 ou 3 mois plus tard, l'origine du mot. Je me rends dans ma famille au Luxembourg et je raconte cette histoire à mon oncle et ma tante. Nous sommes en voiture et mon oncle spontanément me dit tu veux qu'on t'emmène à l'abbaye d'Orval? Je sais pas ce que vous connaissez. Et là j'apprends, il me dit oui, avec ta grand-mère on allait souvent prier. Je dis mais vous m'en avez jamais parlé. Et au moment où il me dit ça, on tombe dans une rue qui portait un nom, rue de la Croix. On part à l'abbaye d'Orval. Je suis avec ma tante et là je lui dis écoute, moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller à cette fameuse fontaine sacrée. Et là je suis devant la fontaine sacrée qui porte le nom Fontaine Mathilde d'ailleurs, dans l'abbaye d'Orval. Je me mets debout, les bras le long du corps, face au soleil, en demandant un signe, un message, est-ce que je dois comprendre de tout ce qui se cumule depuis 3-4 mois et qui refait lien avec ce qu'il y avait il y a 2 ans. Rien ne se passe de particulier. Et puis je me dis, je ne peux pas quitter ce lieu sans avoir touché de l'eau de cette fontaine. Donc ce que je fais après un moment de méditation, donc pas calculé, je m'accroupis. Au moment où ma main prend contact avec l'eau que je veux toucher, toutes les cloches de l'abbaye se mettent à sonner, mais toutes les cloches. Du coup, j'enlève ma main rapidement, pensant que c'est moi qui ai déclenché quelque chose, pour vous dire intellectuellement. Et là, je fais, mon Dieu, c'est énorme ce qui vient de se passer, et je suis complètement bouleversée. Et en sortant de l'abbaye, il y a un endroit qui est couvert, où il y avait l'exposition du Christ. Et je me suis dit, qu'est-ce que veut me donner comme message le Christ? Mais ça, je le comprendrai 6 ans plus tard, lors d'un voyage en Italie, à Mantova. Eh bien, à partir de ce moment-là, en sortant de cette abbaye, avec mon oncle et ma tante, on décide, parce que vous avez l'abbaye, et devant l'abbaye, il y a un grand lac. Et je vous assure que le lieu, il est féerique. Et donc, au bout de ce lac, il y a une auberge. Et donc, on décide de s'installer et de manger dans l'auberge, de prendre un petit déjeuner. Et là, j'ai du mal à accrocher à la conversation parce que je réfléchis. Tout ce qui vient de se passer dans cette abbaye, l'eau, tout ça, le contact, lorsque d'un seul coup, je réalise que, évidemment, le fait que j'ai touché l'eau avec ma main et déclenché tout ça, l'exposition du Christ, mais je réalise que ce jour-là, on est un 17 mai. Et le 17 mai, c'est le jour de ma fête. C'est la Saint-Pascal. Et d'un seul coup, je réalise autre chose d'énorme. Un immense panneau sur lequel est construit l'abbaye d'Orval, qui s'appelle le pays de... Faudra lire le livre pour le découvrir, je ne le dis pas, je ne peux pas le dire. Et sauf que le nom de ce pays, c'est mon nom de naissance, c'est mon nom dont je suis originaire de ce nom-là. C'est-à-dire que mon père, et ça je le sais depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans, nous avait dit que notre nom de famille était originaire d'une région en Belgique, notre nom venait de là, donc on avait des origines de ce côté-là. Sauf que le lieu, et ça les gens le découvriront à la lecture, correspond à mon nom de naissance. Et là j'avoue que je suis bouleversée, mais c'est plus que bouleversée. Je suis bouleversée, étonnée, et je me suis dit quand même, mon nom de naissance, c'est quand même pas rien. Et ça, c'est quelque chose que je savais. Et moi, d'ailleurs, petite, ça représentait un peu un pays magique. Ah, j'ai envie d'aller au pays d'eux, au pays d'eux. Pour moi, ça représentait un petit peu quelque chose de magique. Mais là où ça va plus loin encore, et je ne vais pas le réaliser tout de suite, c'est que mon oncle et ma tante avaient une propriété en Belgique à 15 km de l'abbaye d'Orval. Et petit, on y est allé. Mais moi, ça par contre, j'en avais pas de souvenir. Ça veut dire que déjà petite, je retournais sur les traces du lieu de cette abbaye. Et je tiens à dire que le premier voyage que je vais faire quand j'ai 4 ans, parce que ça mes parents me l'ont dit, on communiquait beaucoup, j'arrive en Italie, j'ai 4 ans, il paraît que la première chose que je vais dire, c'est... non, j'ai pas plus de 4 ans. J'ai pas plus de 4 ans, 4-5 ans. Et la première chose que je vais dire, c'est
Ah, c'est ça l'Italie? Ça a changé. Ça a beaucoup changé. Et mes parents s'étaient dit, mais elle a jamais mis les pieds, ce petit bout de chou là qui dit ça. Il faut quand même le faire. Et j'ai même une photo de moi que j'ai retrouvée en salopette avec des grosses lunettes, où je me tiens déjà d'une certaine manière, où je dis, où je sors ça. Donc vous voyez que déjà, sans le savoir petite, on m'emmenait dans des lieux, des endroits que j'ignorais. Mais le coup de mon nom de famille et le coup de ma date, le jour où ça se passe, là quand même c'est fort. Donc en fait, et c'est à partir de là où tout se déclenche pour moi, où je vais dire, ok, je mène l'enquête. Deuxième partie de cet au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM 98.fr sur toute la planète Terre. Et bien au-delà de la planète Terre, nous continuons ce témoin de l'extraordinaire Pascal Lafargue sur les pas de Mathilde de Toscane. Vous dites que nous croisons au cours de notre vie des personnes liées à nos vies antérieures, mais des lieux aussi. C'était un peu ce que vous disiez en première partie d'émission. Si on parlait un peu de Mathilde, qui est cette Mathilde de Toscane? Parce qu'il y a plein de gens qui ne la connaissent pas. Oui, alors Mathilde de Toscane, c'est une noble en fait, qui a vécu au XIe siècle. Alors sa date de naissance, alors j'ai lu tout ce qui pouvait être lu sur Mathilde de Toscane. Il y a très peu d'historiens, mais il y en a surtout un que je connaîtrai très tardivement dans mon enquête, qui pour moi est le meilleur livre écrit sur Mathilde de Toscane. Ça va être offert par un de mes élèves lors d'une ultime enquête en Italie, c'est Paolo Golinelli. Pour moi, c'est un des meilleurs livres. Pourquoi? Parce qu'il répondra à des questions pour lesquelles jusqu'avant je n'avais pas de réponse. Mathilde de Toscane, et c'est pour ça qu'en termes d'historien, on ne sait pas si elle est née en 1045, 1046, ça reste un mystère, c'est l'année de sa naissance. Le mois encore plus, le lieu aussi, parce qu'on ne sait pas si elle est née à Canossa, Mantova, à Lucques. Enfin bref, ça veut dire qu'il y a des zones d'ombre sur le lieu, le jour et l'année de sa naissance. C'est on normal, ne sait pas trop. À cette époque-là, voilà. En 1045-46, voilà, donc ça on ne ouais. sait pas trop. Mathilde de Toscane est la troisième d'une fratrie. Son père, Boniface III, sa mère, Béatrice de Bar, lui, Boniface III, il était marquisat, il était marquis de Toscane, il avait tout le marquisat de Toscane. Et sa mère, Béatrice de Bar, donc il était marié à Béatrice de Bar, ils vont avoir 3 enfants. Boniface IV, son fils, Béatrix, sa sœur, et Mathilde. Donc en fait, quand on voit déjà le tableau, on se dit que Mathilde, le pouvoir, d'abord, elle n'était pas, comment dirais-je, prévue pour avoir le pouvoir, parce que c'était son frère Boniface, en fait. Et en fait, sur l'éducation de Mathilde, on sait peu de choses. On sait peu de choses sur l'éducation de Mathilde. On sait qu'elle a perdu son père très jeune et qu'elle a perdu son frère et sa sœur, donc elle s'est retrouvée... Absolument, son père a été assassiné, son frère aussi, et sa sœur décède. Donc elle va se retrouver, elle, avec sa mère, Béatrice. Voilà, et elles vont se retrouver que toutes les deux. Et en fait, à l'époque, c'est des mariages de terre, des mariages politiques, d'associations et d'alliances. Et donc la mère de Béatrice va épouser Godefroy le Barbu, et va promettre à son fils, Godefroy le Bossu, dès l'âge de 9 ans à peu près, Mathilde de Toscane. Mais c'est pas l'amour qu'elle a pour Godefroy le Bossu. À 9 ans, elle va être déjà promise, donc très jeune, elle va épouser, pas à 9 ans, plus tard. À 24 ans. Elle épousera Godefroy le Bossu. À 24 ans, donc ça c'est déjà... Non, bien avant. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, en 1076, elle était déjà en Haute-Lotharingie. Qu'elle était veuve à 24 ans, ça c'est complètement cohérent. C'est peut-être moi qui ai mal lu. Elle se retrouve veuve. Mais en tout cas... Elle a eu un enfant avec cet homme-là. Alors, elle a eu un enfant, mais pareil, au niveau des historiens, des fois ils nous disent que c'est une fille, parfois c'est un garçon. Vous voyez, même ça, c'est compliqué à savoir. Alors cet enfant est mort jeune, apparemment sur la glace. Il aurait été sur des plaques de glace et très jeune, et bon bref, il serait mort, voilà. Donc tout ça, il y a beaucoup de zones d'ombre quand même dans cette partie-là, il y a énormément de zones d'ombre. Et donc Mathilde de Toscane va en fait être à la tête de terre, de comté, de région, par association avec le mariage de Godefroy le Bossu, elle va être aussi nommée comtesse de Briey, et elle va avoir des terres. Alors on dit qu'elle est à l'origine d'une partie de l'abbaye d'Orval, mais pas que, parce qu'on sait qu'elle sera à l'origine de la construction de 18 châteaux, donc ce qui est quand même pas rien. Mais surtout, un lieu qu'elle va aimer plus que tout, c'est aussi l'abbaye de San Benedetto Po,
que son grand-père avait initié, Théobaldo, puis ensuite son père, Boniface, et elle ensuite par la suite, qui est un lieu d'ailleurs absolument magnifique en Italie. Et donc Mathilde va se retrouver dans une période où il va y avoir la querelle des investitures, hein, et cette querelle des investitures d'ailleurs va durer beaucoup plus longtemps que Mathilde de Toscane, puisqu'en fait la querelle des investitures c'est le conflit qui oppose la papauté au Saint-Empire romain germanique. Voilà, c'est par rapport aux dates, ça va être à peu près entre 1075 et 1122. Or, on sait que Mathilde de Toscane décède en 1115. Et donc, en fait, au XIe siècle, les souverains estiment que le fait de confier à un évêque ou à un curé des biens matériels leur permettent de choisir l'officiant et de lui accorder en fait les investitures spirituelles. Mais cette mainmise du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel a comme conséquence une défaillance profonde du clergé, qui n'assure plus son rôle à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'ils vont se quereller pendant des années. Et donc, Mathilde, en tout cas, elle va prendre le parti du pape, complètement le parti du pape qu'elle va soutenir. Et d'ailleurs même, à un moment donné, dans une partie de sa vie, une dernière étape de sa vie, elle confiera beaucoup de terres au pape. Ce qui fait que tout ce qu'elle va offrir aussi à la papauté, je comprends mieux pourquoi elle a sa tombe, pardon, elle a son buste, et beaucoup plus tard sa tombe, puisqu'en fait le corps de Mathilde sera vendu. C'est terrible, hein. Il va être déterré 333 ans. Il n'est pas content de ça. Voilà, 333 ans après sa mort, et être vendu pour une somme d'argent dont j'ai plus le montant en tête, au Vatican, puisqu'en fait la basilique Saint-Pierre sera construite au XVe siècle, hein, et on recherche des figures importantes italiennes qui ont contribué, et Mathilde fera partie d'une de ces figures italiennes. Voilà. Certaines l'appellent la Jeanne d'Arc d'Italie. Beaucoup plus tard, oui. Alors elle est morte à 70 ans, vous ne savez pas de quoi? Alors on dit qu'elle aurait eu, d'abord elle était épuisée, et elle aurait eu la goutte. Voilà, c'est ce qu'on dit. Elle mangeait trop. Elle aurait eu la goutte, je ne sais pas si elle mangeait trop. On mange bien en Italie. Alors ça vous pousse... Mais elle aurait eu, en tout cas, beaucoup de douleur, beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement. En même temps, la façon dont elle a voyagé, les voyages étaient longs à l'époque. Hein. C'était à cheval, puis elle était une très bonne cavalière, Mathilde. Elle était vraiment de tous les combats. Elle était épuisée, et voilà, elle est morte d'épuisement, de fatigue, voilà. Elle s'est remariée 2 fois. Alors, elle s'est mariée une deuxième fois avec un homme qui était beaucoup plus jeune qu'elle, mais c'est pareil. Pardon ? Avec un homme qui avait 17 ans, c'est ça, quand oui, elle en avait 40 et quelques. C'est des mariages, elle n'en voulait pas. Et d'ailleurs, elle dira à Guelph, en fait, qu'en fait, ils se marient pour des raisons d'accord politique, mais il n'y aura jamais rien entre eux. Et d'ailleurs, vous savez, au Moyen-Âge, c'était souvent le cas d'ailleurs, hein, c'était comment dirais-je, des liens, on va dire des mariages de partenariat, plus que des mariages d'amour. Et elle lui avait clairement dit, d'ailleurs ça n'a pas duré très longtemps, hein, cette histoire, lui, il lui a apporté un soutien, on va dire, technique, de chevalier et de garde, mais concrètement, voilà, il n'y a jamais rien eu entre eux en fait. Voilà, c'était... Voilà. Il semblerait qu'elle ait eu quand même une histoire avec un autre homme. Il a faim, votre chat, non? Il y a ce qu'il faut. Bah alors, tu vas nous laisser faire cette émission tranquille. Et donc, en fait... C'est une chatte. Oui. Et en fait, comment dirais-je, j'en profite. Et en fait, du coup, ça m'a coupé dans ce que j'étais en train de dire. Alors après, moi, je soulève une autre théorie. Qu'en fait, aurait eu un enfant caché. Voilà, et cet enfant caché, ben évidemment, si elle l'a eu, comme je le pressens, avec une autorité religieuse, elle ne pouvait pas, comment dirais-je, elle ne pouvait pas, c'est quelque chose qui ne pouvait pas se savoir en fait, voilà. Donc, et peut-être se comprendre aussi à l'époque. Donc là, pour moi, il y a une notion de mystère. Et j'évoquais tout à l'heure le livre de Paolo Golinelli. Paolo Golinelli évoque, en fait, et c'est là où son livre est très intéressant, il évoque à un moment donné l'hypothèse d'un enfant adoptif, qu'une rumeur aurait couru sur un enfant adoptif. Alors ce qui est intéressant, c'est que je l'ai vu dans d'autres enquêtes que j'ai menées en marge de Mathilde, que j'ai menées pour d'autres élèves, où, quand on ne voulait pas avouer que l'enfant avait été illégitime ou quoi au caisse, on parlait d'un enfant adoptif. Ça, j'y ai déjà été confrontée, j'ai l'habitude à ce genre d'informations. Et je me dis, c'est intéressant qu'on parle de ça. Mais, comme le dit l'auteur, rien ne le prouve. Hein, mais c'est intéressant qu'il en parle en tout cas.
Il y avait ce livre qui s'appelle Le livre de l'amour d'une certaine Kathleen McGowan. McGowan, ouais, Gowan. Quand est-ce que vous allez la rencontrer, cette femme? Parce qu'il faut vraiment que vous la rencontriez, cette femme. Ben, j'aimerais la rencontrer, bien sûr que j'aimerais la rencontrer, qu'on puisse nous mettre en lien et en contact, parce que, en fait, pour que les auditeurs comprennent, le livre que cet ami me remet à Bruxelles, c'était celui-là, et 4 ans plus tard en Italie, Valérie, une de mes élèves, à la fin du séjour, me met d'autorité ce livre entre les mains en disant Pascal, faut que vous lisiez ce livre, c'est pas possible, faut que vous le lisiez. Et comme c'était notre dernier jour d'enquête, moi je lui dis à ce moment-là, je lui dis écoutez, oui, je le lirai, mais elle dit s'il vous plaît, au moins regardez-le. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le livre, je lui dis écoutez, donnez-moi votre livre, et je vais l'ouvrir au hasard une première fois. Quand je l'ouvre au hasard une première fois, je tombe sur une page où l'auteur dit, où elle termine d'écrire ce livre, on est un 17 mai à Chartres. Bon, le 17 mai, vous savez pourquoi ça me parle. Et Chartres, il y a un chapitre dans le livre où j'explique ce qui s'est passé à Chartres quand j'étais sur la quête justement de tout ça, qui est juste inouï. Je le refais, je suis troublée. Je le rouvre une deuxième fois, et là, je tombe sur un passage qui était quasiment mot pour mot un extrait de ma concentration que la veille à Florence, à la Torre Antica, où je m'étais concentrée. Je fais, alors ça, c'est quand même troublant. Et la troisième fois, où je l'ouvre au hasard, je découvre quoi? Que l'auteur Kathleen McGowan va, comme moi, et dans les mêmes conditions que je vous ai racontées au début de l'émission, quand je suis allée à la Basilique Saint-Pierre pour la première fois, je découvre, au troisième fois que j'ouvre le livre, mot pour mot, la façon dont elle découvre Mathilde de Toscane. Et là, je me dis, ok, je m'y intéresse. Et à partir de là, je vais m'y intéresser. Et je vais découvrir quoi? Je vais découvrir que, dans son livre, ce qu'elle écrit et ce qu'elle fait vivre à son héroïne, qui, excusez-moi du peu, s'appelle quand même Maureen Pascal, cette héroïne, ce qu'elle lui fait vivre, soit je l'ai vécu, soit je suis en train de le vivre, soit je vais le vivre. Et là, je me suis dit, c'est inouï. Oui, j'ai une idée qui m'arrive là, parce que Maureen Pascal et Kathleen McGowan, est-ce qu'il ne serait pas possible que finalement il y ait plusieurs incarnations de Mathilde de Toscane? C'est-à-dire qu'elle aussi, elle fasse partie du jeu pour qu'elle suive les mêmes pistes que vous, qu'elle soit... Alors, je le vois pas comme ça. Je le vois pas comme ça parce que, pour certaines raisons trop longues à expliquer, mais par contre qu'elle ait un lien avec Mathilde de Toscane, pour moi c'est une certitude. Alors, sa sœur, sa mère, quelqu'un de proche, je ne sais pas. Mais, parce que dans mes travaux que je conduis depuis plusieurs années, pour moi l'âme est unique. Et elle suit une trajectoire. Et cette trajectoire, elle a du sens. Et c'est pour ça que je fais tous ces travaux, pour le démontrer. Et je commence d'ailleurs dans des conférences, techniquement, à le démontrer pourquoi et comment. Après, je laisse toute la liberté à chacun de penser et de croire. Moi, je m'appuie sur l'expérimentation et les faits. C'est tout. Voilà. Après, ce qui me trouble, c'est qu'en Italie, sur différents voyages que je vais faire, les Italiens eux-mêmes, et ça, Joël, vous avez pu le lire dans le livre, me reconnaissent comme étant Mathilda revenue à la vita. C'est leur mot, et pas qu'une fois, plusieurs fois. Et c'est là où ça commence à devenir troublant. Alors justement, comment vous percevez ça quand vous avez je crois que c'est Claudia, cette guide qui d'un seul coup laisse tomber les papiers qu'elle a dans la main ou je ne sais quoi, et puis dit mais c'est vous, je vous reconnais, oui, vous êtes Mathilde. C'est ça. Comment vous acceptez ça? C'est-à-dire comment vous le... En fait, je suis sonnée. Ouais. Je suis sonnée. La première fois que ça m'arrive, c'est par Claudia, je suis sonnée. C'est-à-dire, en fait, là, vous savez, c'est comme si vous étiez KO debout, en fait. Parce que vous vous dites, mais elle est sérieuse, elle bluffe ou quoi? Et d'ailleurs, quand je vais m'éloigner du cénotaphe, parce que c'est là où la scène va se passer dans le monastère de San Benedetto Po en Italie, je vais lui dire, mais évidemment, tout le monde fait, oh, bien sûr, parce que tout le monde est sous le choc, tout le monde entend. Je lui dis, mais pardonnez-moi Claudia, mais vous avez déjà dit ça à quelqu'un? Et elle me dit, et là elle est en colère, elle me fait, mais pas du tout, il n'y a qu'à vous regarder, il n'y a qu'à voir qui vous êtes, vous regardez, vous avez le même nez, le même profil, le même nez, la même comment dirais-je, tenue, enfin, puis elle les enchaîne. Et là je vois que je l'offense, c'est ça qui est dingue. C'est que je lui dis, mais je l'offense presque de lui poser cette question-là. Et du coup,
elle est complètement, comment dirais-je, elle est décontenancée, que je doute de sa parole. Et c'est ça qui me trouble encore plus. Il y a l'effet d'annonce qui, moi, me scotche, mais après, ce qui me trouble, c'est que je puisse mettre en doute son ressenti. Or, cette femme, il faut quand même remettre dans le contexte, ce jour-là, l'abbaye et le monastère étaient fermés au public. Ce qui n'était pas possible, en un quart d'heure de temps, le devient, puisque c'est une espèce de petit office du tourisme à San Benedetto qui nous dit « niet, 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 c'est pas possible ». Et en un quart d'heure de temps, quand on insiste, on dit « vous savez, elle passe un coup de fil, elle appelle le presbytère, on va le savoir après, elle a un homme d'église, il nous dit de venir à 2 heures, et là, on nous explique qu'on va l'ouvrir que pour nous ». C'est-à-dire cette femme va faire 60 bornes pour venir, alors qu'elle ne travaille pas ce jour-là, et ouvrir un monastère à des personnes qu'elle ne connaît pas. Qu'elle ne connaît pas. Mais c'est comme si tout le monde me reconnaissait. Et d'ailleurs, à la fin de la visite, quand il va se passer, parce que là, à la fin, elle va me parler de Mathilde, que Mathilde, c'est sa vie depuis toujours, qu'elle aime cette femme, et quand elle m'a vue, elle l'a reconnue. Enfin, attendez, c'est un truc inouï, parce que il y a une école qui jouxte le monastère, donc elle connaît tous les recoins, puis on est seul dans ce monastère. Imaginez un truc mis à notre disposition que pour nous. Et quand on va sortir par l'école, là, elle va me remettre entre les mains, elle me dit Pasquale, là, et je tends la main, et là, elle me met une grenade. La grenade est le symbole de Mathilde, mais aussi un symbole chrétien. Et là, il va se passer une scène fabuleuse que j'écris dans le livre, parce que moi, ça va déclencher une lecture, en fait, et je vais me retrouver dans un autre espace-temps absolument incroyable. Et quand on va sortir du monastère, on va être accueilli par les religieux dans le presbytère, et là le religieux va dire venez vous asseoir à côté de moi. Et là il m'a montré en virtuel des choses de l'abbaye liées à Mathilde, comme si tout était normal. Il me dit ça vous le verrez nulle part. Ils m'ont fait des cartes postales, ils m'ont fait des choses comme si tout était normal. Et là vous vivez quelque chose hors du temps. Et je vais même plus loin, ils m'ont même offert, parce que sans le savoir lors de ce voyage, quand je l'ai programmé, j'ignorais que c'était les 900 ans de la mort de Mathilde et que pour l'occasion, des parties du monastère qui d'habitude étaient fermées étaient ouvertes. Et pour l'occasion aussi, ils avaient réalisé 2 posters géants, dont un qui était la reproduction d'un tableau au-dessus du cénotaphe de Mathilde. Eh bien, ils m'ont offert un des posters qui aurait dû aller au musée, eh bien ils me l'ont offert. Troisième, dernière partie de cet Au-delà du miroir, toujours sur IDFM, la radio qui vous aime, avec Pascal Lafargue, sur les pas de Mathilde de Toscane. Vous écrivez à la page 129, j'ai une théorie appuyée par l'expérience que je soulève depuis plusieurs années, qui est celle où chaque individu dans sa vie incarnée, sans en avoir réellement conscience, véhicule une multitude de signes et d'informations. Ceux-ci sont liés à des noms, des lieux, des dates et des événements karmiques. Les signes, on en reçoit, on a l'impression des fois de revenir sur des endroits qu'on connaît avant. Est-ce que tout le monde pourrait retourner un peu dans ses vies antérieures et puis si, à partir du moment, alors c'est pas une obligation déjà d'une part, mais d'autre part, à partir du moment où on en éprouve le besoin, voire la nécessité, mais il faut que ça ait un sens. Par contre, pour moi, il faut que ça ait un sens. C'est pas le but de satisfaire un ego, mais il faut que ça ait un sens. Alors oui, à partir de ce moment-là et dans de bonnes conditions, c'est intéressant de le faire pour se comprendre. Ça fait partie d'un des axes qui permettent de se comprendre en tout cas. Et c'est vrai qu'avec le recul que j'ai de plus de 30 ans maintenant, ouais, même 35 ans, je peux dire une chose, c'est qu'en fait, sans le savoir, alors tous les gens qu'on croise ne sont pas des rencontres karmiques, c'est pas ça que je veux dire, mais il arrive assez souvent que nous croisons des gens et que ces gens-là ont un lien mineur, majeur, mais qui ont un sens par rapport au fait qu'on les rencontre. C'est pareil pour des lieux, c'est pareil pour des personnes, c'est pareil pour des événements qui d'un seul coup se relient, parce que, alors, de ce point de vue-là, des exemples, j'en ai, mais plein, j'en ai énormément. Dans toutes les enquêtes que j'ai pu conduire, c'est une récurrence, ce genre de fait. C'est vraiment une récurrence. Et plus la personne est plus chat, et plus elle se rend compte et elle se souvient de son passé, de son enfance, de son adolescence. Oh mais Pascal, c'est incroyable, mais ça me revient. Mais ça a été pareil pour moi. Ça veut dire que grâce à cette enquête sur Mathilde qui a duré des années,
j'ai fait aussi le lien, mais tout n'est pas revenu tout de suite, de tout ce que j'avais vécu dans mon enfance et mon adolescence. Il y a plein de choses qui me sont revenues. Cette compulsivité très jeune à vouloir monter à cheval, que j'avais, j'ai embêté mes parents, je voulais à tout prix, et je voulais faire de l'escrime, je voulais manier l'épée, j'avais une admiration pour certaines épéistes, certaines... Enfin, bon, ça s'est pas fait à l'époque, mais... Et puis cette fascination pour le Moyen-Âge, il y a plein de choses comme ça, je me souviens de tellement de choses. J'ai pas tout écrit dans le livre parce qu'il y a des choses que je trouve trop personnelles pour l'écrire, mais ça avait du sens, bien sûr que ça avait du sens. Vous n'avez pas été curieuse de savoir quelles ont été les incarnations entre Mathilde de Toscane et celle d'aujourd'hui? Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je pars en voyage d'études le mois prochain. Parce que j'ai des pistes dans la continuation de Mathilde. Et alors j'y vais pour d'autres enquêtes, mais j'y vais aussi pour moi. Voilà, dans la continuité de Mathilde. Parce que du coup, j'ai mis le doigt dans un engrenage duquel je peux plus maintenant je peux plus faire marche arrière. Parce que en plus, j'ai des noms. J'ai des noms et je sais. Sauf que j'ai mis ça de côté pendant des années parce que je voulais aller jusqu'au bout par rapport à Mathilde. Et maintenant que j'en ai fait une grosse partie, même si tout n'est pas fini, hein, puisque je dois me rendre au Vatican, et avec les conditions sanitaires, je n'ai pas pu le faire jusqu'à maintenant. J'ai encore 2-3 petites choses à faire en Italie. Et puis là, il y a une enquête qui continue en France, mais je ne peux pas en parler pour l'instant. Donc il y aura peut-être une suite même à tout ça. Mais ça ne m'empêchera pas de commencer la suite, puisque je sais, et j'ai des noms, je sais à quel clan j'ai appartenu, voilà. Et donc c'est pour ça que je parle le mois prochain. Voilà. Qu'est-ce qui reste de tout ça en 2022 de Mathilde? Qu'est-ce qui reste de tout ça? Il reste en fait un chemin extraordinaire qui m'a permis de comprendre pourquoi j'ai ce lien au sacré. Pourquoi depuis des années je vis des choses incroyables en lien au sacré, en lien avec des hommes d'église, avec des choses que j'ai pu vivre un peu partout. Pourquoi j'ai vu des choses, pourquoi on m'a mis sur la piste de certaines choses, pourquoi j'ai ce lien au sacré, pourquoi j'ai cette connexion inouïe avec certaines choses. Ça m'a permis de comprendre tout ça. Parce que l'histoire de Mathilde est très longue, c'est pour ça que le livre parle déjà de beaucoup de choses. Et en fait, on sait que Mathilde, elle avait aussi cet intérêt très fort que je porte dans cette vie aussi. Hein. Comme si en fait je continue un travail, peut-être pour lequel Mathilde, alors soit elle est allée au bout, pas au bout, mais en tout cas elle possédait des choses, parce que ça je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, ou j'ai pas tout dit, mais en tout cas je veux remettre ça au bout du jour, et je veux aller au bout des choses. Voilà. Donc c'est une des raisons pour lesquelles... Parler à la radio. Elle est toute jeune. Hein. Non, elle a 19 ans. Oh, elle paraît jeune. On dirait un bébé. On dirait un bébé. Il est question aussi de Dante dans ce livre. Il est question aussi de Marie-Madeleine à découvrir. Oui. C'est un vrai voyage à travers le temps. Hein. Vous me parliez de Dante et Marie-Madeleine. Donc j'expliquais que Dante c'était pour certaines raisons, Marie-Madeleine pour d'autres raisons. Mais ce que je vais découvrir, en fait, Dante, pour faire très court, mes fréquents voyages en Italie, à chaque fois, le nom de Dante croisait ma route. Et c'est des dizaines et des dizaines de fois. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi Dante croise autant ma route? Puisque Dante est postérieur à Mathilde. Eh bien, je vais le découvrir quand je vais décider d'enquêter sur Dante. Et c'est là où je vais découvrir des choses extrêmement intéressantes, mais c'est surtout le livre de Paolo Golinelli, je reviens encore sur lui, qui va complètement me libérer en fait de ce lien. Et donc je vais découvrir que Dante, pour créer son personnage qui s'appelle Béatrice, s'était inspiré de quelqu'un que vous découvrirez. Oui, à un moment vous parlez de Chartres et du labyrinthe avec Notre-Dame sous terre. Le labyrinthe, il est ouvert que 2 fois par an. Ils mettent des chaises dessus et on peut 2 fois par an aller au solstice d'hiver et d'été faire le tour du labyrinthe, pour ceux que ça intéresse. Alors il n'est pas ouvert tout le temps, effectivement, ce labyrinthe. À une certaine période, je crois qu'il l'ouvre 1 fois par semaine. Donc il faut regarder sur le site de la cathédrale, où là on peut faire ce fameux labyrinthe. Labyrinthe d'ailleurs que je retrouverai dans la ville de Lucca, où Mathilde de Toscane a inauguré justement une église. Et là, c'est un petit, en fait, un labyrinthe digital. J'en ai une reproduction dans mon bureau d'ailleurs, où ce petit labyrinthe est floqué le long d'une colonne.
D'ailleurs, dans cette cathédrale, vous avez, comment dirais-je, beaucoup de symboles christiques importants, notamment ce qu'on appelle le volto santo, qui est le visage du Christ qui aurait été peint. C'est un truc absolument incroyable, qui est protégé, on ne peut pas le toucher ni l'accéder, mais c'est un des moments forts. D'ailleurs, Kathleen McGowan en parle dans son livre du volto santo, le visage, la sainte face, qui aurait été fait dans certaines conditions. Tout ça, les gens pourront le découvrir, je l'explique. Et qui est, parce que c'était aussi un lieu de passage de pèlerinage. Et d'ailleurs, à la sortie du village, vous avez un pont qui ne s'appelle autre que le pont Marie-Madeleine quand même. Hein. Donc c'est quand même pas rien. Donc c'était un lieu de passage des pèlerins et un lieu, comment dirais-je, inauguré en présence de Mathilde. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à Marie-Madeleine. Oui, c'est mon cas aussi, depuis une vingtaine d'années maintenant. Vous êtes allé à Vézelay? Moi, j'ai rien senti. Oui, je suis allée à Vézelay, j'ai rien senti dans la crypte. Énormément de lieux. Vous êtes descendu dans la crypte? Oui, bien sûr. Vous avez senti quelque chose? Alors tout ça est consigné. Tout ça est consigné. Le problème, ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi j'enregistre tout ce que je dis et tout ce que je fais? Parce qu'une fois que je suis sortie de la concentration, je ne vais plus m'en souvenir. Donc c'est pour ça que tout est enregistré. Oui, d'ailleurs j'ai vécu un temps très fort à Vézelay, quelque chose d'absolument incroyable. Mais je suis allée dans différents endroits, plusieurs fois aussi à Rennes-le-Château. Et d'ailleurs, je suis en train de tout mettre bout à bout en termes d'enquête, puisque je fais un travail aussi depuis 2 ans maintenant, où je retrace en concentration l'époque du Christ depuis sa naissance. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de sa naissance? Et j'y vais étape par étape sur l'évolution de sa vie. Là, je me suis arrêtée il a 15 ans, mais de 0 à 15 ans, j'ai déjà travaillé 2 ans là-dessus. Donc je pense que je le publierai un jour. Et donc là, il faut que je continue justement, puisqu'en fait, on ne sait rien de la vie du Christ entre 15 ans et 30 ans. On ne sait absolument rien. Ça prend à partir de 30 ans. On ne sait rien de sa jeunesse non plus. Et donc voilà, je fais des travaux et le moment venu, j'en parlerai. Et quant à Marie-Madeleine, je travaille dessus depuis déjà un bon moment aussi. Vous n'êtes pas la seule à travailler sur Marie-Madeleine. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur Marie-Madeleine. Sans doute. Vous êtes toujours pas allé au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ça serait bien d'y aller quand même. Alors honnêtement, c'est pas ma priorité, puisque moi je ne ressens, je ne vais pas vers cette version-là où ils sont arrivés au Sainte-Marie. Il se passe des choses là-bas. C'est possible, hein, c'est fort possible. Mais c'est pas le moment de parler de ça, mais en tout cas j'ai d'autres. Voilà. Alors Pascal Lafargue, avec le Covid, vous avez été assez coincé en ce qui concernait vos cours, vos conférences. Ça a redémarré en septembre 2021. Les prochaines formations redémarreront en septembre 2022. Absolument. Sur Paris. Sur Paris, et les inscriptions sont ouvertes. Sur votre site? Sur mon site. Donc il faut taper www.pascallafargue.com. Et là, vous avez le site Epsilon. Vous allez à Association Epsilon, enseignement. Vous avez toutes les informations. Ça, c'est une formation sur un an? Alors non, ça peut durer plusieurs années. Parce que les études en parapsychologie ne peuvent pas se faire en une année, c'est sur plusieurs années, mais quand on s'inscrit pour un cycle d'études, où il y a 5 séminaires répartis à la fréquence d'un séminaire tous les 2 mois. Voilà. Avec du travail à faire à la maison? Je donne beaucoup de petits conseils, oui, au début, la première année, énormément, oui. Énormément. Donc quand vous disiez nous tout à l'heure dans l'émission, c'est les personnes avec qui vous êtes partis en Italie, à Honfleur, à Paris, à Canterbury, dans l'abbaye de Westminster, je veux dire, vous êtes parti avec vos élèves. Oui. C'est ceux qui ont envie de vous suivre, qui vous suivent, absolument. Ou c'est vous qui les choisissez? Ah non, moi je choisis personne, c'est eux qui me choisissent. Hein. Moi j'impose jamais rien. Et en fait, je propose un voyage d'études aux anciens élèves. Et en général, ils s'inscrivent ou ils ne s'inscrivent pas, c'est libre. Mais en général, c'est toujours la même petite équipe qui se constitue. Et c'est avec cette même équipe qui se constitue et qui sont fidèles depuis des années que je pars sur le terrain. Voilà, des fois, il y a des nouveaux qui arrivent, etc. Et donc, je pars avec eux depuis des années. Alors Florence, vous avez fait 15 ans de recherche avec elle pour retrouver toutes les histoires de son âme et ses réincarnations depuis 2000 ans. Elle est toujours avec vous, elle continue à chercher, elle continue... Là, on a fait un bon travail, hein, donc là, on a stoppé, hein, oui. Parce que c'était déjà colossal et c'était suffisamment colossal. Donc là, comment dirais-je, on a arrêté parce que c'était un énorme défi. Hein, donc, voilà.
Et donc les élèves qui viennent vous voir, ils arrivent à retrouver leurs incarnations ou le but, c'est pas ça? Alors non, c'est pas ça. Quand ils viennent au cours, en fait, ils viennent étudier la parapsychologie, c'est-à-dire l'étude et le développement de ces perceptions extrasensorielles, intuitives, cognitives, sensitives. Et donc là, on va étudier, surtout la première année, tous les thèmes, en fait, les techniques de base. Il y a toute une structure, en fait, d'évolution. Et par la suite, en deuxième année, on étudie des nouveaux thèmes. Et là, on commence à rentrer un petit peu en profondeur dans certains thèmes, et notamment la réincarnation. Après, en cours, il y a toute une théorie sur le sujet, qui dure d'ailleurs plusieurs séminaires. Et puis, il y a des expérimentations très courtes faites en cours. Alors, qui leur donnent envie ou pas d'explorer, hein, peu importe. Mais on commence déjà des expérimentations en cours. Le livre s'appelle Sur les pas de Mathilde de Toscane, aux éditions First, et vous vous appelez Pascal, G-U-E à la fin, pascallafargue.com. Merci beaucoup, Pascal Lafargue. Merci Joël pour cette interview et puis j'espère que vous prendrez du plaisir, enfin en tout cas les auditeurs prendront du plaisir à lire ce livre parce que c'est une aventure absolument passionnante. 9 ans d'enquête qui me mènent dans différents pays, différents endroits. Et vous allez voir que beaucoup m'ont dit, quand on lit votre livre, on a l'impression d'être dans le Da Vinci Code, tellement il y a des choses totalement invraisemblables. Eh bien écoutez, je vous souhaite de passer un très bon moment avec la découverte de ce livre. Oui, et puis ça nous fait voyager, ça nous fait voyager dans le temps. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Joël.